Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, ça sera notre premier cours pour le module du droit budgétaire. Donc, quand on parle du droit budgétaire, donc, on est bien sûr dans le cadre des finances publiques. Et quand on parle des finances publiques, donc, il s'agit essentiellement de l'État et des collectivités locales. Donc, quand on parle des droits budgétaires, on est dans le cadre des finances publiques. Et quand on parle des finances publiques, donc il s'agit essentiellement de l'État et des collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça veut dire les finances publiques? La définition des finances publiques. Donc, d'une manière, on peut dire qu'elle désigne à la fois les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques et la science qui s'y rapporte. Donc, comme première définition, on peut dire que les finances publiques désignent à la fois les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques et la science qui s'y rapporte. Autrement dit, les finances publiques sont la discipline du droit qui concerne tout ce qui touche au financement des organismes publics qui ne sont autres que l'État, parce que son budget reste le budget principal, les collectivités territoriales et les établissements publics. Donc, les finances publiques sont la discipline du droit qui concerne tout ce qui touche au financement des organismes publics. Ces organismes publics sont, en nombre de trois, l'État, dont le budget est le principal, les collectivités territoriales et les établissements publics. Également, on peut dire que les finances publiques sont l'ensemble des règles qui s'appliquent aux ressources, c'est-à-dire les recettes, et aux dépenses publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Je répète. Également, on peut dire que les finances publiques sont l'ensemble des règles qui s'appliquent aux ressources et aux dépenses publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Donc, d'après cette définition, quels sont les éléments à retenir? Premièrement, on a l'élément recettes et dépenses que l'on appelle les deniers publics. Deuxièmement, ou le deuxième élément, c'est la personne publique ou les personnes publiques qui manipulent les deniers publics. Donc, les finances publiques sont l'ensemble des règles qui s'appliquent aux ressources, c'est-à-dire les recettes et aux dépenses publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Donc, quels sont les éléments à retenir d'après cette définition? On a premièrement l'élément recettes et dépenses que l'on appelle les deniers publics et l'élément personnes publiques qui manipule ces deniers publics. Pardon. Donc, j'essaie de résumer ce que j'ai dit. Donc, quand on parle du droit budgétaire, comme j'ai dit, on est dans le cadre des finances publiques.
Et les finances publiques peuvent être définies selon plusieurs manières. Premièrement, on peut les définir comme les dépenses publiques désignent les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques ou la science qui s'y rapporte. Deuxièmement, on peut dire que les finances publiques sont la discipline du droit qui concerne tout ce qui touche au financement des organismes publics. Ces organismes publics sont au nombre de 3. L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Également, on peut dire que les finances publiques sont l'ensemble des règles qui s'appliquent aux ressources et aux dépenses publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Donc, d'après cette définition, on a 2 éléments à retenir. Le premier, c'est recettes et dépenses. Et le deuxième élément, c'est les personnes publiques, qui sont chargées de manipuler ces recettes et ces dépenses. Concernant le rapport entre les finances publiques et le droit public, donc on peut dire qu'il existe des liens très larges entre les finances publiques et le droit constitutionnel et le droit administratif, d'une manière précise. Pourquoi? Premièrement, parce que tout le régime financier est régi par des règles constitutionnelles. Donc là, il s'agit de la création des impôts, le vote du budget, c'est-à-dire la procédure du vote, et le principe de l'égalité des citoyens devant les charges fiscales et les charges publiques en général. Donc, tous ces principes ont un caractère constitutionnel. Donc, le régime financier est régi par des règles constitutionnelles, c'est-à-dire que les principes que je viens de citer ont un caractère constitutionnel. Deuxièmement, l'administration des finances publiques, bien sûr, occupe une place importante dans le corps administratif de l'État. Et son statut et également son organisation reste dépendante de la fonction publique et du droit administratif. Si on se pose la question sur quelle base on peut faire la distinction entre les finances publiques et les finances privées. Donc là, comme réponse, premièrement, on va se baser sur l'objet de la discipline. Donc, en se basant sur l'objet de la discipline, on constate que les finances privées étudient les richesses des acteurs privés. Donc, pour faire la distinction entre les finances publiques et les finances privées, donc on a des critères sur lesquels on se base pour faire cette distinction. Donc, premièrement, en se basant sur l'objet de la discipline, on constate que les finances privées étudient quoi? Étudient les richesses des acteurs privés. Les richesses des acteurs privés. C'est-à-dire les finances qui se rapportent à la gestion des patrimoines des particuliers et des entreprises. Revenons aux finances publiques, on constate que l'objet est l'étude des recettes et des dépenses de l'État. Donc, selon l'objet de la discipline,
on constate que les finances privées étudient les richesses des acteurs privés, c'est-à-dire les finances qui se rapportent à la gestion des patrimoines des particuliers et des entreprises, alors que les finances publiques ont pour objet l'étude des recettes et des dépenses de l'État. Donc ça, c'est le premier critère de distinction entre les finances publiques et les finances privées. Le deuxième critère, c'est l'objectif, les différences d'objectifs. Donc là, pour les personnes privées, on constate qu'ils agissent en fonction de leur intérêt privé. Donc les personnes privées agissent en fonction de leur intérêt privé. D'une autre manière, on peut dire que les soucis des finances privées, ou le souci des finances privées, est la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit. Donc, les personnes privées agissent en fonction de leur intérêt privé. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et d'une autre manière, on peut dire que le souci des finances privées, c'est la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit. Aussi, les opérations financières des personnes publiques ne peuvent, d'un autre côté, les opérations financières des personnes publiques ne peuvent viser que la satisfaction de l'intérêt général. Donc, les finances publiques visent la satisfaction de l'intérêt général, c'est-à-dire que le souci majeur des finances publiques reste la satisfaction de l'intérêt et l'utilité publique. Donc, les finances privées visent la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit, alors que les opérations financières des personnes publiques ne peuvent viser que la satisfaction de l'intérêt général. C'est-à-dire que le souci majeur des finances publiques reste la satisfaction de l'intérêt et l'utilité publique. Donc, au niveau des finances publiques, on a la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit, alors qu'au niveau des finances publiques, on a la satisfaction de l'intérêt général, la satisfaction de l'intérêt public ou l'utilité publique. Ça, c'est l'objectif principal des finances publiques. Le troisième critère de distinction entre les deux types de finances c'est les moyens d'action, les différences de moyens d'action. Donc, dans les rapports entre les personnes privées, on sait que le procédé normal, c'est le contrat. Donc, les finances privées sont régies par les lois de l'économie et du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Donc, les finances privées sont régies par les lois de l'économie et du marché qui sont l'offre et la demande. Qu'en est-il pour les finances publiques? Donc, pour les finances publiques, les finances publiques sont régies par l'intervention de l'État. Donc ça, c'est la différence primordiale et principale. Donc, les finances publiques sont régies par l'intervention de l'État. Pourquoi? Parce que l'État dispose de ce qu'on appelle la contrainte publique pour collecter ses ressources. Donc, l'État
dispose de la contrainte publique pour collecter ses ressources. Donc, si on revient à la définition de l'impôt, on peut dire que l'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire. Donc là, vous voyez le caractère obligatoire. Prélèvement pécuniaire obligatoire, c'est-à-dire par l'effet de la loi, effectué par voie d'autorité, c'est-à-dire forcer les gens à payer. Donc, prélèvement pécuniaire obligatoire, effectué par voie d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie déterminée. Donc, l'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire, effectué par voie d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie déterminée, et cela en vue de financer les charges de l'État, des établissements publics et des collectivités locales ou territoriales. Donc, je répète le contenu du troisième critère, qui est les moyens d'action, donc les rapports entre les personnes privées. Dans les rapports entre les personnes privées, le procédé normal, c'est le contrat. Et les finances privées sont régies par les lois de l'économie et du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Mais pour les finances publiques, ces types de finances sont régis par l'intervention de l'État. Donc l'État dispose de ce qu'on appelle la contrainte publique. La contrainte publique pour collecter ses ressources. Et là, pour élucider la question, on revient à la définition de l'impôt. Donc, comme définition de l'impôt, on peut dire que l'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire. Donc, il a un caractère obligatoire. Pourquoi? Par l'effet de la loi, l'impôt est obligatoire. Effectué par voie d'autorité, les gens sont forcés ou les citoyens sont forcés, ou les contribuables sont forcés à payer leur impôt. Donc, prélèvement pécuniaire obligatoire, effectué par voie d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie déterminée. Pourquoi? Dans quel but? C'est en vue de financer les charges de l'État, des établissements publics et des collectivités locales. Donc ça, d'une manière générale, j'ai essayé de vous donner des flashs concernant la discipline des finances publiques, qui est le cadre général de la matière. Donc là, on va arriver à la définition du droit budgétaire. La définition du droit budgétaire se fait de deux façons. On a le sens large et le sens strict. Dans le sens large, le droit budgétaire peut concerner l'ensemble des règles juridiques qui vont s'appliquer au budget des personnes morales de droit public, comme j'ai déjà dit, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Donc, au sens large, le droit budgétaire peut concerner l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent au budget des personnes morales de droit public. Ces personnes morales sont l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Mais au sens strict, le droit budgétaire, dans le cadre du droit budgétaire, il peut s'agir des règles juridiques qui déterminent la structure, le contenu, l'élaboration, le vote, l'exécution et le contrôle des budgets des personnes morales de droit public. Donc, je répète, donc on a le sens large et le sens strict.
le sens large, c'est-à-dire il peut concerner l'ensemble des règles juridiques qui vont s'appliquer au budget des personnes morales de droit public, mais en sens strict, il peut s'agir des règles juridiques qui déterminent la structure, le contenu, l'élaboration, le vote, l'exécution et le contrôle des budgets des personnes morales de droit public. Donc, ce sont les deux sortes de définitions, à titre d'exemple, qu'on peut donner au droit budgétaire. On a le sens, la définition large et la définition stricte. Donc, dans ce cadre-là, on doit mettre l'accent sur le fait que le développement de l'interventionnisme économique de l'État a entraîné un profond changement du droit budgétaire. Donc, quand on parle de développement de l'interventionnisme économique de l'État, c'est-à-dire, on avait au début le concept de l'État gendarme, et après une certaine évolution, on est passé de ce concept, le concept de l'État gendarme, au concept de l'État providence, qui est un État interventionniste. Donc le développement de l'interventionnisme économique de l'État a entraîné un profond changement du droit budgétaire. Comment? À l'origine, c'est-à-dire à l'époque de l'État gendarme, le droit budgétaire était défini comme le droit du budget de l'État. Donc la définition était: le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Donc, dans le cadre de l'État gendarme, le budget était vu de la manière suivante. Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Donc, c'était la définition donnée au budget dans le cadre du concept de l'État gendarme. Donc là, on constate que le budget, il est à la fois un acte de prévision et un acte d'autorisation. Parce qu'on a dit, le budget est l'acte par lequel sont prévus, donc là, le caractère de la prévision, et autorisé, donc le principe d'autorisation. Donc le budget est à la fois un acte de prévision. Pourquoi c'est un acte de prévision? Parce qu'il évalue a priori les recettes et les dépenses de l'année à venir. Et deuxièmement, c'est une décision parlementaire où, par la décision parlementaire, on autorise le gouvernement à percevoir les recettes à effectuer, les recettes et les dépenses à effectuer, c'est-à-dire à exécuter. Donc, d'après la simple définition que je viens de citer, on constate que le budget est à la fois un acte de prévision et un acte d'autorisation. Pourquoi un acte de prévision? Parce que on se base sur la prévision pour déterminer les recettes et les dépenses de l'année à venir. Et on a l'autorisation. Donc, sans l'autorisation du Parlement, le budget ne peut pas être exécuté. Le gouvernement ne peut pas exécuter le budget sans avoir l'autorisation du Parlement. Donc, ce sont les deux caractéristiques du budget qu'on peut retenir de la définition que je viens de citer, c'est-à-dire le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses
annuelles de l'État. Donc là, on a le principe de l'annualité, les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Donc on a la prévision et on a le principe de l'autorisation parlementaire. Sans cette autorisation, le gouvernement ne peut pas et n'a pas le droit d'exécuter le budget. Donc, toujours en se basant sur la définition précédente, donc on constate, on peut faire certaines constatations. La première, c'est que le budget, à cette époque, ne comportait aucune référence économique. On a dit le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Point. Donc là, on constate qu'il n'y a aucune référence économique ou cette définition nous permet de dire qu'il n'y avait aucune relation entre la vie économique et le budget de l'État. Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l'État, tout simplement. Donc pourquoi il y a cette absence de la référence économique? Parce qu'il n'existait pas de relation entre les finances publiques et la vie économique. Pourquoi? Parce que on est dans le cadre de l'État gendarme. Donc la définition a été élaborée dans un cadre politique où la conception de l'État était celle de l'État gendarme. Et l'État gendarme, par nature, était un État non interventionniste. C'est-à-dire la sphère d'intervention de l'État était très limitée. On va voir cette question, on va essayer d'expliquer dans les chapitres qui vont venir. Donc, d'après la première définition, on constate qu'il n'y avait aucune référence économique. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas de relation entre les finances publiques et la vie économique. Pourquoi il y a absence de relation entre les finances publiques et la vie économique? Parce que la définition que je viens de citer a été élaborée dans un cadre politique où la conception de l'État était celle de l'État gendarme. Donc on était encore dans le cadre de l'État gendarme qui est un État non interventionniste. C'est-à-dire la vie économique était livrée aux particuliers et à l'initiative privée. Mais cette définition, avec le temps, va devenir caduque, il va devenir dépassé. Pourquoi? Parce que la société a évolué. Et à cause du développement des activités de l'État et leur intégration dans la vie économique. Donc cette définition s'est trouvée dépassée et caduque. Pourquoi? Parce qu'on a dit que cette définition a été élaborée dans le cadre de l'État gendarme. Mais avec le temps et avec certaines circonstances, l'État s'est trouvé dans l'obligation d'abandonner son absentéisme et d'intervenir dans le domaine économique. Donc, à cause de ce développement des activités de l'État, la définition, la première définition élaborée dans le cadre de l'État gendarme va être dépassée. Et le résultat qu'on va avoir, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat de ce changement de position et de rôle de l'État? Donc là, c'est outre le fait que le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses de l'État,
les documents budgétaires devraient faire apparaître non seulement les comptes de l'État, c'est-à-dire les recettes et les dépenses, mais également les objectifs économiques poursuivis par le gouvernement. Donc là, le résultat de cette évolution, c'est que le budget ne doit pas faire apparaître seulement les recettes et les dépenses de l'État, mais également il doit nous donner une idée sur les objectifs économiques poursuivis par le gouvernement. Le résultat de ce changement d'attitude, de position, de rôle de l'État, ça sera quoi? Ça sera dans le cadre de notre matière qui est le droit budgétaire. Donc, ça sera quoi? Ça sera une nouvelle définition du budget. Donc, on a la première définition qui a été élaborée dans le cadre de l'État gendarme, dit que le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Point. Donc là, le budget de l'État, comme nouvelle définition, le budget de l'État prévoit et autorise. On a toujours la prévision et l'autorisation. Donc le budget de l'État prévoit et autorise en la forme législative les charges et les ressources de l'État. Il est arrêté, c'est-à-dire le budget est arrêté par le Parlement dans la loi de finances qui traduit les objectifs économiques et financiers du gouvernement. Donc là, on constate la différence entre la première définition et cette définition. Donc, dans la première partie de la définition, on a dit que le budget de l'État prévoit et autorise en la forme législative les charges et les ressources de l'État. Enfin, c'est presque le même contenu que la première définition, mais on a une autre partie nouvelle dans cette définition, c'est que le budget est arrêté par le Parlement dans la loi de finances qui traduit les objectifs économiques et financiers du gouvernement. Donc, d'après cette définition, on a deux remarques à retenir. La première, on constate l'existence d'une interdépendance entre le budget et l'économie. Pourquoi? Parce qu'on a dit le budget traduit les objectifs économiques et financiers du gouvernement, la chose qu'on ne peut pas trouver dans la première définition. Donc, l'existence d'une interdépendance entre le budget et l'économie. La deuxième remarque, on note également un changement dans les termes employés. Donc, on parle de charges et de ressources. Dans la première définition, on parle des recettes et des dépenses. Donc là, les termes employés ne sont pas les mêmes. Donc, quand on parle des charges et des ressources, donc cela signifie que ne signifie pas exactement dépenses et recettes. Pourquoi? Parce qu'une charge n'est pas forcément une dépense. Donc, quand on parle des dépenses, donc les charges sont plus vagues et plus larges que les dépenses. Donc, une charge n'est pas forcément une dépense. Pourquoi? Parce que le prêt, c'est pas une dépense, mais c'est une charge. Donc, là, on constate les principaux points de différence entre la première définition élaborée dans le cadre de l'État gendarme et cette définition qui va devenir caduque et dépassée vu le changement de position et de rôle de l'État, et par conséquent on a une nouvelle définition du budget dans laquelle on trouve l'interdépendance entre le budget et l'économie, la chose qui était absente dans la première définition.
Donc, ça sera notre premier cours. Donc, je vais m'arrêter à ce point-là et je vais reprendre c'est-à-dire la notion de budget dans le cours numéro 2. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne chance et merci de votre attention.